Sur l'utilisation de l'énergie dans le bâtiment. Je suis venu en retard, c'est vrai, mais là où vous avez chuté, comme on dit ici, ça m'interpelle. En fait, je sais que la culture de l'habitat social coopératif n'est pas très bien installée en Afrique centrale. C'est les groupes organisés trouvent des terrains appuyés par l'État. Bien sûr, on dit qu'il n'y a pas d'habitat social sans l'État. Mais tout ce qui vient pour rationaliser, pour minimiser les coûts, mais pour faire du durable aussi nous intéresse. Nous avons une convention avec le Cameroun, nous venons d'en signer un autre avec le Togo, on se prépare pour le Gabon, mais en unité de logement, c'est 10 000, 15 000, 25 000 comme pour le Togo. Alors, ceci, j'allais dire, est-il pour ce type de logement low cost, hein, ce que vous dites? Et deuxièmement, maintenant, pour que ça soit appliqué, est-ce que c'est dans la même trajectoire qu'on disait pour l'énergie? Est-ce qu'il faut une législation derrière ça? Il faut que l'État prenne des décisions législatives au plan réglementaire. Et si tel est le cas, qui doit mener le plaidoyer? Merci. Ça, c'est vraiment des questions pertinentes. Mais je vais commencer avec le premier. Le premier, c'est est-ce qu'on peut faire les bâtiments, les projets durables et avec, on peut utiliser le logiciel, le BIM, pour gérer ce projet de telle sorte qu'on gagne, le coût est petit, minimisé et l'impact environnemental aussi est minimisé, ou bien la durabilité, sustainability. La performance durable est vraiment très élevée. Je dis absolument oui. Absolument oui. Parce que si on fait des recherches sur les maquettes numériques, aujourd'hui on est en train de passer de BIM, on appelle ça Digital Twin. Digital Twin veut dire que les jumelles numériques, quand on parle de jumelles, dans ce cas jumelles identiques, on a une jumelle numérique, une jumelle réelle. Est-ce qu'on maîtrise notre projet à 100%? Si les gens nous ont donné les contraintes d'un projet, que le total de ce bâtiment, voici le montant. Ok? On ne peut pas déborder ce montant. J'ai travaillé à la SAD à Chapoma. Ça, c'est un des projets que j'avais fait avant de parler l'année dernière. Il avait des coûts, il avait les petits bâtiments, disaient que c'est 10 millions de francs, c'est pas 17 millions trop à l'époque. Mais si on nous avait mis les contraintes déjà dès le départ, est-ce que je dois passer à changer les dessins? Est-ce que je dois passer à faire les coûts avec ce qu'ils ont fait? Si j'ai mon modèle, dans un outil de BIM, je peux changer les différents matériaux, voir les conséquences sur les coûts. Je peux changer les différents matériaux automatiquement, je vois la partie de coût, je vois la partie de performance environnementale. Ce qui me permet maintenant de dire que voici le coût et voici l'impact environnemental et je suis très sûr dans le plan virtuel. Donc tout ce qui nous aide avec les outils BIM ou bien le BIM en général, c'est qu'on peut faire notre projet, on passe 90 jours ou bien 99 jours pour le projet en plan virtuel, on passe un jour sur le chantier. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on passe un jour, d'accord, sur le design et tout, mais on passe 90 jours sur le chantier en marchant comme les aveugles et ça nous donne les résultats que ça donne. Ce qui est sûr, c'est possible de faire ces investigations virtuellement et gérer les différents paramètres de telle sorte que ça nous permette de donner le résultat que le client veut. La partie de l'État, il faut toujours que l'État prenne le manteau. Il faut que l'État décide avec les lois. Ça se passe dans d'autres pays. Si l'État ne le fait pas, les entreprises seront toujours, ils vont toujours travailler en îlot. Chacun va faire ce qu'il veut.
S'il gagne, il va cacher tout. Il faut les lois. D'accord? Et on commence par les lois volontaires. En Angleterre, ça a commencé par les lois volontaires. On a donné du temps. En 2011, on a dit, c'est obligé sur les projets. En 2011, on a d'abord dit que ça sera obligé sur les projets de l'État, okay, à partir de 2016. En France, ils ont dit, dans tous les projets qui coûtent plus de 50 millions d'euros, okay, ça sera obligatoire à partir de 2017. Ils ont donné quelques temps. En Espagne, ils ont mis 2018. Donc déjà, si on dit avec les projets d'État, c'est obligatoire. Les gens, les entreprises qui vont traiter les sous-traitances, parce que indirectement les sous-traitants sont impliqués. Si je suis une entreprise qui va livrer le projet d'État et je dois faire la sous-traitance, il me faut savoir que si l'État m'a obligé d'utiliser le BIM, je vais chercher les petites entreprises qui maîtrisent le BIM. Donc normalement, l'État doit prendre le devant pour que le BIM soit adapté. En Angleterre, ce n'est pas le cas. Si l'État n'avait pas pris le devant, en France aussi, si l'État n'avait pas pris le devant, mais les grandes entreprises, ok, vraiment les grandes entreprises qui maîtrisaient ça, ils ont utilisé par exemple Airbus, qui est basé à Toulouse, il utilisait le BIM pour gérer tous ses patrimoines, tout, sans l'État, sans l'intervention de l'État. Il y a les grandes entreprises qui le font. Mais sans les grandes entreprises, si les grandes entreprises le font, les petites entreprises ne doivent pas le faire. Ils ne le font pas. Donc la loi fait partie et c'est vraiment une partie majeure de promouvoir le BIM. Ok, je crois qu'on va. Ok, bon. Oui, merci monsieur le directeur, passer la parole. Je suis professeur de l'université de Grande-Mer, professeur associé à l'école de. Je fais deux remarques. La première remarque, c'est de montrer que quand un sujet arrive comme ça, qui est nouveau et que les jeunes sont impliqués, on espère que demain ils sont leaders. Donc, ceux qui vont implémenter ça. Parce que nous, dans un âge, on a du mal. Nous qui avons étudié, on n'a pas tout ça. À l'époque, quand on était comme ingénieur, vous avez la chance d'anticiper sur le futur. Et c'est bon de voir les gens vont venir éclairer les jeunes sur ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Et là, c'est très important. Je suis fier de ça, d'être ici, de la grande devée. Le deuxième point, c'est de dire, nous, quand on voit un bâtiment, on a tout peur que ça va tomber. On va durable, le mot durable est plutôt la culture parfois. Qu'est-ce qu'on fait pour que le BIM puisse imaginer cette situation où on a peur d'un bâtiment quand on voit, on a beaucoup de bâtiments qui sont écroulés dans les villes, voilà, Yaoundé, on se dit, qu'est-ce qui va passer dans le bâtiment? Voilà la question que je pose, que le BIM a apporté pour déjà une situation, pour la durabilité, bien plutôt la rapidité de déploiement des bâtiments. Tu es tout. R+10, surtout à moi qui était un anglophone à l'époque, c'est la même chose aujourd'hui. Quand j'utilise l'époque, c'est pour dire que c'était vraiment difficile à moi de comprendre comment on a le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, tout superposé et penser dans tous les sens et faire les calculs. Sur système manuel, il y avait les erreurs qu'on faisait dans ces calculs. Ok? Quand je suis arrivé en Angleterre, après avoir fait l'intelligence artificielle, on a commencé à parler de BIM. Ce que j'ai dans ma tête, c'est pourquoi je veux seulement refaire ce qu'on faisait avec le professeur Messi. Ça nous prenait 3 mois de ce projet. Okay? Et jusqu'à là, il y avait des problèmes. Et il y avait des gars de l'école de travaux qui maîtrisaient, qui voyaient plus loin que nous, puisqu'ils ont eu un background de génie civil à l'école. Il y avait toujours des problèmes. Tu peux seulement rater une direction de moment, quelque chose comme ça, une valeur, ça te fait échouer un bâtiment. Mais ce que j'ai dit, avec les structures qu'on a aujourd'hui là, si on utilise les modèles BIM, tu passes, au lieu de faire 3 mois, tu peux passer 1 à 2 semaines pour dimensionner le même bâtiment et tu répètes les résultats, tu changes même les données, tu essaies de voir si ça va changer. Ça te rassure que les résultats que tu as eu là, ton bâtiment ne doit pas s'écrouler. Okay? Le seul problème qu'on a aujourd'hui avec ce logiciel dans le pays en voie de développement, c'est que ça a encore les données de l'étranger. Je vais prendre un cas classique. Mon premier stage qui était avec Dr Mandia, c'était avec les Japonais, l'école financée par les Japonais. Les poutres étaient comme ça, 1 mètre 90 fois 40. Quand on travaillait là avec les stagiaires, ils me prenaient, ils me montraient tout pour interpréter de l'anglais en français. J'ai vu que la contrainte, bearing capacity, la contrainte du sol, pour eux, c'est dimensionné là-bas, les données qu'ils ont utilisées dans leur machin, ce n'est pas la même qui est ici. Aujourd'hui, on peut faire comme ça sur la terre, on souffle seulement, mais la fondation,
Ça reste ici, mais à l'étranger, en Europe, ça ne peut pas, parce que la contrainte du sol est vraiment trop faible. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, c'est, si on a ces outils qui existent, comment on peut l'adapter dans notre contexte? Et si on l'adapte dans notre contexte, on aura les résultats à un coût minimal. Si on adapte comme tel, on va trop dépenser, on va sortir les poutres comme on avait dans les projets japonais à l'époque. Donc la structure, ça fait vraiment une partie essentielle, et il y a les logiciels de BIM qui nous permettent d'intégrer et faire les choses réelles et voir les résultats virtuellement avant d'aller sur le site. Et j'ai dit ça avec la confiance parce que j'ai fait, en tant qu'un jeune, ici manuellement, j'ai fait aussi là-bas avec les logiciels. Je trouve qu'il y a vraiment une différence. Donc j'ai dit ce que j'ai vraiment pratiqué. Et c'est ce que je dis que les jeunes doivent l'adapter. Et tous les jours, comme je dis, ça ne peut pas passer 1 à 2 ans que je ne mets pas un appel, parce que mes recherches, ce que j'ai aussi constaté, mon doctorat était sur l'Angleterre, ok? Et j'ai constaté que les Chinois, quand ils veulent rédiger un sujet de thèse, les problématiques liées toujours à la Chine. Un Indien, quand il rédige un problème de thèse, c'est toujours lié au problème à l'Inde. Ok? Mon doctorat était en Angleterre, ça veut dire quoi? Je ne pouvais pas recruter un Camerounais pour venir travailler au moins dans un projet. Bon, ayant trop fait le BIM en Europe, j'ai dit non, je vais changer maintenant mon idée, je vais commencer à travailler avec les problèmes africains. C'est la raison pour laquelle l'ONU m'a invité de venir démontrer comment on peut utiliser le BIM pour les bidonvilles, parce que le bidonville c'est un problème au Kenya, le bidonville c'est un problème ici au Cameroun. Et ça me permet maintenant de déjà commencer à recruter les Africains pour travailler dans ce domaine. Ça fait 12 ans que je suis ici, les données ont beaucoup changé. Je ne maîtrise pas trop le chantier ici. Donc si je trouve un étudiant qui travaille dans ce domaine, c'est à peu près, je dis, bon, voici, on prend la contrainte du sol comme ça, voici déjà le problème qu'on a. Comment ça se fait au Cameroun? On essaie d'adapter et voir comment cette technologie peut être appliquée en Afrique. Mais c'est applicable, c'est possible. Donc, pour résumer votre problème, un problème de structure ne doit plus se poser au niveau, tant qu'il y a le BIM, et au contexte de l'Afrique, je mets le défi aux jeunes, si vous voulez développer notre pays, c'est de penser dans ce sens qu'il y a des outils qui peuvent nous aider, de réfléchir au moins hors de la boîte et adapter dans notre contexte. Merci pour ça. Je n'ai pas tant français, so I have to switch to English. So I hope you don't mind for my presentation. So thank you for inviting me. It is a big pleasure to me to be for my first time in Africa. And of course in Cameroon. I met Dr. Mimpoa last year during the conference in Bologna in Italy, and we decided to go for some affordable, sustainable houses done with local products and with some bioclimatic and passive approach. Have you ever heard about a maison passive? Oui or no? Oui? This is a very particular concept which has more than 25 years. So it's only that people have to be educated to this, and they have to get this concept to know. I present myself and my institution, so I'm a building physicist, so I'm not an architect or an engineer, we have no chamber, so I decided to found an institute for building physics, which aims to develop the passive house standard throughout Italy, and not only, and throughout the world. We have current projects already mentioned before in India, Bhutan, in Cairo. We are about to do something, and I was the supervisor of the first passive house in Dubai. So we explored, mainly by chance, somehow, these kind of difficult climates which are not easy as a stationary European condition, like you fix an external temperature, more or less it is really the same during the winter, and you have no huge fluctuations, maybe around the summer, especially in the Mediterranean area where we are, but not so humid as it is here,
or so hot and dry as it is in the extreme north. So in the end, we were concerned to explore all these kind of climatic conditions where building physics plays major role. As mentioned before, the process of design has to be an integrated one. So one cannot think anymore about one person, one referent person, who makes everything within a project. So my competences of building physicist and where the competences of a structural engineer begin, and and where those of a mechanical engineer begin, and the same applies for an architect. So everybody should share their own knowledge, and in order to design building properly and take a lot of care, a lot of attention to the details. So I said, Passive House has more than 25 years. I founded my institution after 5 years experience, and my institute, ZEFI, Passive House Italia, has 7 years now. We are the reference for the Passive House Institute in Italy, and we are offering certification of passive house building, or NRFIT, which is the standard passive house standard for the retrofits. We offer our consultancy in order to define and to design the living comfort. Mostly living comfort is one issue which is not taken into consideration, but it's crucial because if people can be healthier, and the overall social system can benefit of it. And also, if we are speaking about industrial or commercial bodies, this enhances also the productivity of the collaborators, of the employees. So in the end, designing a living comfort and also monitoring it, as Dr. Menko will explain later on, becomes very important, as well as the attention to the costs, which have been already mentioned. Thank you. This is very important what you mentioned. So we have to not to offer these passive houses or sustainable houses in general to the rich, to the richest. If this is the case, we can go. So there's nothing to do, and this is not our main goal. So our main goal is to make passive house popular, so everybody should afford it. And by doing this, we also help companies or manufacturers to develop local products whose quality can be that of a passive house or in the direction of a passive house. Let's say suitable to be installed in a passive house, which means in the end products or components which enhance the comfort and which guarantee that if they are installed here, maybe they are not suitable for Douala or for some other location. So each single project has to be tackled as it is in the location where it is, because microclimatic is very important, as well as natural ventilation, attention to the climatic conditions. And therefore, we have to develop specific products also for several regions, because it cannot be that you have one product which holds for whole Cameroon, maybe a window or whatever, with a certain glazing. So it depends where we are and which are the requirements. And of course, economical analysis and energy modeling, as mentioned before. We don't use dynamic simulations. We could, in principle, for difficult projects, we also do. But as I'll explain later, passive house is a very easy approach, even though you will see a lot of numbers maybe, or a lot of data to be input inside our software, which is simply an Excel-based software. So this is a stationary approach.
or let's say semi-stationary. But it's not dynamical approach. I don't know whether you're confident with dynamic thermal simulations, but this requires a lot of knowledge, a lot of time, a lot of effort, a lot of cost, and a lot of uncertainty in the end. Because who knows how many people are in this room at this time of the year with these particular external weather conditions. Of course, we can make some assumptions, but could lead really to very uncertain results. The approach of a passive house is to be more on the safe side. Let's say we introduce some safety criteria, safety contribution, in order that we know that, okay, the building could even behave better, but we know at least that after a monitoring on the same building, the results will be exactly, on a statistical point of view, of course, be those expected, which is a very nice thing. So it's not a certification scheme in itself, like an energy labeling. Let's say class A, class B, or whatever, in terms of comfort or in terms of energy saving. This passive house has no classes. So either you have a passive house or you don't have, which means either you fulfill the highest possible comfort criterion in the world codified by ISO 7730 or ASHRAE 55 class A, which means if you do 100 passive houses, at most in 5 or 6 of those there will be someone who will complain about a slight too cold or slight too warm climatic condition inside the building, which means it's very close to the optimum, but of course you cannot satisfy everybody. This is in the human nature, so 5% is the maximum which you can achieve, and this is exactly where passive house is defined. So we start from a comfort, and magically what you get is a lot of energy reduction and in terms of overall energy costs, and also of course of energy resources and overall costs for the building owner.